Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous prenions un instant pour questionner nos évidences sur le désir d'enfant ? Pourquoi dans une société où la natalité diminue, certains ressentent-ils toujours ce besoin si viscéral de fonder une famille, quitte à affronter un véritable parcours du combattant ou de la combattante ? Et surtout, d'où vient réellement ce désir ? D'une impulsion intime ou d'une construction influencée par l'histoire, la culture, l'économie et même les normes familiales ? Dans cet épisode, je vous invite à bousculer ces réflexions en partant à la rencontre d'une invitée dont l'analyse fine est éclairante et bouleversante. J'ai la joie d'accueillir Claudia Sénic, professeuse à Sorbonne Université, directrice de l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP et directrice scientifique de la Fondation des sciences sociales. Si vous ne la connaissez pas encore, Claudia a consacré sa vie à explorer l'économie du bonheur et la parentalité, toujours armée d'une curiosité insatiable et d'un regard humain sur les chiffres. Son parcours impressionnant, de la direction d'études collectives qui rassemble sociologie, économie, anthropologie, à ses recherches sur les normes sociales et la transmission intergénérationnelle, fait d'elle une voix incontournable pour parler du désir d'enfant dans toute sa complexité. Elle est la directrice de l'ouvrage Enfanter, récemment publié et que je vous conseille. Dans cet épisode, nous avons plongé au cœur de questions fondamentales. Que nous disent aujourd'hui les chiffres sur la natalité et le rapport contemporain à l'enfantement ? En quoi le désir d'enfant est-il façonné par le poids de la culture ou l'héritage familial ? Comment la répartition des tâches domestiques, le développement de la procréation médicalement assistée ou encore l'évolution de la place du père vient-il chambouler notre vision de la parentalité ? Nous avons aussi abordé le rôle des politiques publiques, de la pression sociale, de l'individualisme croissant, mais aussi des inégalités de genre et les pénalités invisibles que subissent encore majoritairement les femmes. Vous comprendrez, entre autres, pourquoi le télétravail ou l'allongement des congés parentaux pourrait bien rebattre les cartes et comment l'exemple de la France diffère de celui des pays comme la Suède ou la Chine. Cet échange est bien plus qu'une exploration intellectuelle, c'est une invitation à revisiter nos propres désirs, à interroger l'optimisation de nos vies, mais surtout à redonner la pleine place à l'humain dans ce grand bouleversement qu'est la venue d'un enfant. Si tu veux donner un coup de pouce au podcast, abonne-toi, laisse des étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast et Spotify, là-bas je peux même te répondre. Tu peux aussi venir discuter sur Instagram, Facebook, TikTok ou LinkedIn. Et si tu veux me parler de vive voix, il y a SpeakPipe, même depuis ton téléphone. Et puis si tu veux aller plus loin, il y a Papatriarcat Plus, des épisodes en avance, sans pub et déjà plus de 80 bonus à découvrir. Le lien est en description. On y va tout de suite avec ma première question et je te souhaite une bonne écoute. Claudia, pourquoi ce thème enfanté vous paraît-il si central aujourd'hui dans un contexte où la natalité diminue et où le parcours pour devenir parent devient de plus en plus complexe et médicalisé ? On vit une sorte de mutation anthropologique. Dans n'importe quelle représentation évolutionniste ou sociobiologique du comportement des êtres humains, entre autres, l'objectif qu'on leur assigne toujours, tout se passe comme si leur objectif c'était de disséminer leurs gamètes au maximum, de se reproduire, de transmettre. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que les 2 tiers de la planète ont un taux de fécondité qui est passé en dessous du seuil de remplacement. Donc c'est comme si finalement cet objectif, il avait disparu du programme d'une grande majorité des humains et que désormais la population allait se réduire. Donc c'est intéressant en tant que tel. Enfin, est-ce que vraiment on a vraiment changé ? Et puis après, ça pose des enjeux, ça soulève des enjeux d'organisation pour nos sociétés, notamment l'équilibre entre générations. Quand il y a beaucoup plus de vieux que de jeunes, si les vieux sont dépendants des jeunes, ça pèse lourd sur les jeunes. Et donc, par exemple, la manière dont on s'est organisé jusqu'à maintenant avec un système de retraite où les revenus des anciens sont financés par le travail des jeunes, le système de retraite tel qu'on le connaît est vraiment remis en cause. Mais, et puis, de toute façon, tout le reste, si les jeunes travaillent, si c'est eux qui produisent les richesses, si c'est eux qui font les innovations, etc., un pays qui vieillit, c'est très difficile, en fait. Donc c'est intéressant en tant que tel, et c'est quand même quelque chose auquel on doit réfléchir parce qu'il faudra se réorganiser. Alors du coup, moi j'avais prévu d'intituler cet épisode « Vouloir un enfant plus que tout » par rapport au sujet qu'on a traité. Mais du point de vue des sciences sociales, qu'est-ce que ça nous dit en fait, un tel désir d'enfant ? Est-ce que c'est un besoin personnel, une construction sociale ou les deux à la fois ? Et est-ce que c'est bien aussi cohérent avec ce qu'on voit par rapport à cette baisse de natalité ? Est-ce qu'on veut vraiment encore faire un enfant ? Vouloir un enfant plus que tout, là, ce qu'on voit, c'est que c'est pas le cas de tout le monde désormais. Ouais. 1 tiers de la population asiatique, des jeunes aujourd'hui des femmes asiatiques n'auront pas d'enfants.
Donc, Oui. est-ce qu'elles en veulent pas ou est-ce que juste elles en auront pas, ou est-ce que finalement les contraintes sont trop fortes? Enfin, on voit que vouloir un enfant avant tout, ce n'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Après, c'est ce qui est frappant en fait dans cet ouvrage, c'est que on est dans un cadre donc de deuxième transition démographique, c'est-à-dire que la première transition démographique, c'est la baisse de la natalité, mais qui suivait les avancées de l'hygiène, le fait qu'on vivait plus longtemps, qu'il y avait moins de mortalité infantile, etc. Donc il y avait moins besoin de faire beaucoup d'enfants pour assurer qu'il y en ait qui survivent et puis qui puissent s'occuper de leurs parents. Mais bon, on restait quand même bien au-dessus du seuil de remplacement de la population. Aujourd'hui, cette deuxième transition démographique, elle nous fait passer en dessous. Donc la population, on calcule qu'au tournant du siècle, la population mondiale va commencer à baisser. Malgré ça, effectivement, il y a des gens qui se battent pour avoir des enfants parce que d'abord, comme les gens ont des enfants, les femmes ont des enfants de plus en plus tard, ça devient plus difficile, donc elles doivent avoir recours à des techniques de procréation médicalement assistée. Et donc, c'est difficile. Hein. C'est des traitements hormonaux, etc. Éventuellement in vitro. Enfin, il y a toutes sortes de FIV. Et puis, il y a des gens aussi qui maintenant veulent des enfants, alors qu'autrefois, on aurait considéré que c'était impossible, notamment les couples homosexuels, surtout masculins, qui peuvent avoir recours à des techniques. Alors, on ne parle pas de l'adoption, ça c'est possible, mais des techniques qui sont interdites en France, en fait, de gestation pour autrui. Donc, il y a un chapitre dans l'ouvrage de Marie Trépeuch qui décrit vraiment le parcours du combattant, des gens qui veulent avoir recours à la gestation pour autrui, ce qu'on appelle les mères porteuses en langage courant. Donc, en France, c'est pas légal, mais les gens peuvent aller le faire à l'étranger. Elle décrit vraiment, peut-être qu'on reviendra là-dessus, quoi. Ces parcours, vraiment, ces circuits internationaux, très formalisés, très intermédiaires, avec des agences, des avocats, des assurances, des parents d'intention, etc. Donc ça, c'est un enfant à tout prix. Et d'ailleurs, c'est à tout prix, c'est le cas de le dire parce que ça a un prix. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que c'est un budget quand même. C'est un certain budget, oui. Elle dit que ça varie entre, je sais plus, 75 000 et 200 000 dollars ou euros, selon les pays où la mère porteuse se trouve. Donc, c'est à tout prix. Alors, évidemment, on en reparlera peut-être, mais les parents d'intention, comme on dit, n'ont pas envie de penser à ça en termes de prix. Parce que pour eux, c'est un projet d'enfant et il faut le payer, mais ils ont... la plupart ça les gêne un peu. Donc, il y a tout un langage euphémisé. Au Canada, on parle de dons. On compense, c'est-à-dire on défraie la mère porteuse, des frais qui sont associés à la maternité, plutôt que de dire qu'on la rémunère, etc. Ça permet d'installer une vision plus coopérative, plus altruiste de la chose. Et puis les agences elles-mêmes, en fait, font un peu une sorte de filtre. S'il y a des parents qui se comportent de manière vraiment trop égocentrée et qui n'ont absolument aucun égard pour la mère porteuse, notamment il y a un cas, parce que c'est une enquête de terrain auprès de dizaines de parents d'intention dans plusieurs pays, et c'est un chapitre de Marie Trépeuch. Donc quand il y a des parents qui se trouvent en situation parents d'intention et la mère porteuse a des jumeaux et ça se passe pas bien, et en fait ils ont pas l'air de vraiment s'en soucier, ou alors il y a des mères porteuses qui se trouvaient en Ukraine et puis la guerre se déclare, et donc là, comment faire? Donc, il y a plein de problèmes. Et donc, c'est effectivement à tout prix. Et quand on sort de ces schémas un peu spécifiques de la GPA, de la PMA, est-ce qu'il y a un désir d'enfant comme ça qu'on voit aussi naître dans les schémas plus classiques, hétéronormés et par création naturelle? Est-ce que vraiment on a aussi ce désir d'enfant qui est extrêmement fort, ou est-ce que c'est juste quand même globalement on fait de la reproduction sociale parce qu'il faut avoir des enfants, quoi? On a regardé hier, justement, il y a une enquête du CREDOC qui nous a été donnée à l'Observatoire du bien-être. Et dans cette enquête qui commence dans les années 70, il y a une question sur le nombre idéal d'enfants. Et on voit que ce nombre idéal d'enfants, il était à 2,7 en moyenne. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui en voulaient moins, mais il y a des gens qui en voulaient beaucoup plus au début de la période, et il a chuté à moins de 2 aujourd'hui. Alors évidemment, après, on peut distinguer selon l'âge, et surtout selon que les gens ont déjà des enfants ou pas. Donc au début, pour ceux qui n'ont pas d'enfants et ceux qui en ont déjà quand ils sont jeunes, c'est à peu près pareil. Mais après, évidemment, ceux qui n'en ont pas, plus on avance dans le temps, dans les années, moins le nombre idéal. Donc les gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'en veulent pas, qui n'ont pas d'enfants, on les suit au cours du temps, et le nombre idéal d'enfants, selon eux, devient de plus en plus faible. Donc le désir d'enfant est de moins en moins partagé. Alors pourquoi vous parlez de contraintes sociales ou de normes sociales, etc. Bon, il faut quand même d'abord parler de l'hypothèse, encore une fois, sociobiologique, évolutionniste. Peut-être qu'il y a quelque chose comme l'instinct. Faire des enfants, c'est vraiment sauter dans l'inconnu. En fait, on ne sait absolument pas à quoi s'attendre. Enfin, bien, peut-être qu'on a vu des familles autour de soi, mais on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dedans. Le passage entre sans enfants et avec enfants, c'est vraiment un changement total de contexte. Donc, on veut, peut-être pour des raisons peut-être un peu inconscientes, peut-être parce que on a eu une enfance heureuse aussi. Alors, vous parlez de contraintes sociales, donc il faut quand même en parler. Il y a aussi
ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire est-ce qu'on se dit, voilà, on vit avec l'idée que dans la vie c'est normal d'avoir des enfants, c'est normal d'en avoir deux, un garçon et une fille, peut-être trois, peut-être quatre, ça dépend des milieux. Les anticipations qu'on forme dépendent de ce qu'on a observé dans son enfance, dans son adolescence, et puis des lectures, des films, etc., qu'on a vus, donc toute la culture. Donc ça, c'est le côté social. Ça forme les anticipations, les attentes, peut-être les désirs. Après, il va y avoir une contrainte au sens où la société attend de nous qu'on ait des enfants. Si on n'en a pas, on est mal vu. Alors là, on touche la notion d'acceptabilité sociale. Donc, dans la première transition démographique, il est devenu socialement acceptable, ou normal donc, d'avoir moins d'enfants. Donc il y a un chapitre dans l'ouvrage de Michael Melki qui parle de la première transition démographique qui s'est faite en France avant les autres. En France, ça a commencé au XVIIIe siècle pour des raisons d'hygiène, peut-être les lumières, etc. Et les couples ont commencé à avoir moins d'enfants. Et en fait, ce que montre le chapitre de Michael Melki, c'est que la France était à l'époque un pays d'accueil, un pays d'immigration. Donc des gens venaient vivre en France depuis d'autres pays, notamment limitrophes. Et puis ces gens, ces immigrés, continuaient à communiquer avec leurs compatriotes restés dans leur région d'origine ou y retourner éventuellement pour des séjours. Et il montre comment la norme de faible fécondité s'est diffusée depuis la France vers ces pays d'origine d'immigration, et il montre même les flux de région à région, c'est-à-dire s'il y a des gens qui venaient d'un certain pays, d'une région, et qui allaient en Bretagne, ou des Belges qui venaient en France, etc., eh bien on voyait que la natalité baissait dans ces régions-là, ces régions qui envoyaient leurs immigrés avant les autres. Donc ça, c'est vraiment la norme sociale dont vous parlez. C'est vraiment, je suis en France, non, nous, on veut que 2 enfants, ah bon, tiens, ça nous donne des idées, etc. Donc là, on voit la diffusion de cette norme. Et effectivement, une fois qu'on n'est pas mal considéré, si on a moins d'enfants, voire pas d'enfants, à ce moment-là, si ça correspond à son désir propre, eh bien, on va le réaliser. Donc il y a cette idée. Donc ce qu'on appelle une norme, c'est un comportement dont on pense que si on le suit, on va être récompensé, en quelque sorte, accepté par les autres, par son groupe social. Et si on l'enfreint, au contraire, on va être puni au sens psychologique, au sens on va se sentir mal, ou même on va avoir soi-même une mauvaise image de soi. On va être dévalorisé. Donc aujourd'hui, le fait de ne pas avoir d'enfants devient quelque chose d'éventuellement socialement acceptable. On sait qu'un tiers des femmes de pays d'Asie n'auront pas d'enfants. Aujourd'hui, il y a un quart des femmes allemandes qui n'ont pas d'enfants. Et la norme, c'est comme ça que ça marche, quoi. Une norme, si tout le monde la suit, si on la suit pas, on se sent vraiment étrange, mal vu, différent, etc. Au fur et à mesure que des gens cassent la norme, enfreignent la norme, c'est-à-dire s'en écartent, ça devient moins une norme. Elle est moins forte, elle fait moins de pression. Et donc, en fin de compte, elle cesse d'être une norme. C'est exactement comme c'est la dynamique d'évolution et de création des normes. Ouais, donc tout écart à la norme, si c'est un peu suivi, peut devenir une nouvelle norme. Alors. Exactement. Okay. Tout écart à la norme au début est sanctionné et difficile à vivre pour celui qui la réalise, mais au fur et à mesure qu'elle est suivie par d'autres, ça devient une nouvelle norme. Okay. Donc là, il y a ce côté contrainte sociale. Et puis après, évidemment, il y a tous les aspects matériels. Avoir des enfants, ça suppose de pouvoir les loger, les nourrir, les élever, etc. Donc il y a une contrainte financière. Une contrainte de logement, c'est quand même important. Et puis une chose dont on parlera sûrement beaucoup, parce que dans le livre, il y a beaucoup de choses là-dessus, c'est que les enfants prennent du temps et de l'espace mental. Et aujourd'hui encore, dans la plupart des pays, surtout si on parle de l'Europe par exemple, ce temps reste encore inégalement partagé entre les mères et les pères. Et donc en fait, pour une femme, avoir un enfant... ça reste beaucoup plus que pour un homme, un changement d'organisation, éventuellement un désinvestissement par rapport à la sphère du travail, ou alors si elle continue à travailler et à rester aussi investie dans le travail, ça devient très très prenant, très très lourd. Donc on parle en économie beaucoup de child penalty, donc la pénalité imposée par l'arrivée d'un enfant à la carrière de la femme, à ses investissements dans d'autres domaines. Alors c'est un peu dommage de parler de pénalité à propos d'un enfant. C'est juste en termes. C'est économique. Oui, c'est économique, c'est juste en termes financiers. Mais en fin de compte, disons que c'est un coût ou une contrainte supplémentaire qui s'impose surtout aux femmes, en tout cas tant que la charge de la maison n'est pas plus également partagée. On reviendra sûrement là-dessus. Donc, en fin de compte, c'était pour répondre à votre question sur la contrainte sociale. C'est pas uniquement une contrainte ou une norme sociale. Il y a quelque chose de biologique, il y a quelque chose de personnel, il y a quelque chose de social aussi, il y a quelque chose de financier, et il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'organisation, les interactions entre les parents, au sein du couple parental. Mais quand le désir d'enfant devient très fort, voire obsessionnel chez certaines personnes, est-ce que ça peut aussi devenir une source de souffrance à votre avis? Comment ça se manifeste chez des personnes qui s'engagent dans des démarches longues et parfois éprouvantes? On en parlait, vous l'évoquiez tout à l'heure par rapport à la GPA ou la PMA. Oui, alors il y a ce chapitre qui parle justement des différences entre pays.
du point de vue de l'âge jusqu'auquel les femmes ont le droit d'essayer la PMA. Parfois, c'est une question d'âge, parfois, c'est une question de nombre de fois où on peut essayer. Alors, ça varie beaucoup entre les pays, ça varie beaucoup au cours du temps. S'il y a une régulation, c'est que effectivement, il y a des femmes qui ont envie d'essayer, qui vont essayer jusqu'à ce que tant qu'elles peuvent, parce que c'est absolument un désir très très fort, voire ultra, comparable à d'autres. Et donc, les réglementations limitent cette possibilité. Alors, en fonction de considérations, soit de coût-efficacité, parce que ça coûte cher, et si c'est remboursé par les fonds publics. Donc, par exemple, plus une femme avance en âge, moins on a de chances que ça marche, qu'elle puisse effectivement conduire une grossesse à terme. Après, en fonction peut-être du risque pour la mère, en fonction aussi parfois des considérations sur la qualité de l'éducation parentale que les gens vont pouvoir apporter, s'ils sont trop vieux, etc. Donc, mais finalement, ce chapitre montre que il y a toutes sortes il y a une très grande variété des réglementations et on n'arrive pas vraiment à trouver un sens commun à toutes. Donc, mais en tout cas, le fait qu'on limite montre que le désir, lui, il peut être illimité. En fait, il y a une série israélienne très très bien sur ce thème qui s'appelle Body That Works, un corps qui fonctionne. Et c'est une petite série avec peu d'épisodes. Et c'est un jeune couple, lui est avocat, elle travaille dans une agence de presse, une femme très brillante, très intelligente, etc. Et elle n'arrive pas à conduire ses grossesses à terme, elle perd ses fœtus tout le temps. Et elle essaye, enfin, ça commence comme ça, quoi. C'est désespérant, en fait. Mais toujours un moment où tout d'un coup, ça marche plus. Et ils vont avoir recours à une mère porteuse. Évidemment, la mère porteuse, c'est une personne. Et donc, on commence à avoir des relations avec elle et elle est extrêmement sympathique. Et donc, c'est vraiment, on voit ça, en fait. On voit ce que c'est que ce désir d'enfant. Et quand on passe par des chemins détournés, le chemin, il a lui-même une influence sur la suite. Il y a ce qu'on appelle, nous, de l'hystérèse. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance Enfin, il ne s'agit pas de sauter d'un point à l'autre, en fait. On passe par là, et ben, ça aura un impact sur la suite. Dans le livre, plusieurs auteurs et autrices abordent les transformations actuelles de la parentalité aussi. Comment ces évolutions influencent elles-mêmes notre manière de considérer la légitimité du désir d'enfant, que ce soit dans le cas d'adoption, de procréation médicalement assistée ou de recours à une personne porteuse? Vaste question. Donc, là, vous voulez parler de la nouvelle parentalité. Donc, tout à fait. Donc là, j'imagine donc les couples homosexuels, etc. Il y a un chapitre vraiment intéressant d'un sociologue qui s'appelle Ren Yo-ho qui parle des couples homosexuels en Chine. Donc en Chine, l'adoption ou la procréation médicalement assistée ou voire la gestation pour autrui est interdite pour les homosexuels, mais évidemment, ils se débrouillent quand même et ils sont très nombreux. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que ça reste une société très traditionnelle quand même, où il faut être socialement, il faut être marié, avoir des enfants, dans un couple hétérosexuel, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrangent soit dans ce qu'ils appellent un mariage de fraude, c'est-à-dire que l'homme homosexuel épouse une femme sans lui révéler son inclination sexuelle, et puis une fois qu'ils ont un enfant, il reprend sa vie privée, et il se marie pour avoir un enfant, et puis ensuite, avec l'idée de reprendre ensuite sa vie. En fait, ce que montre le chapitre, c'est que donc c'est très moderne, parce que soit ils vont avoir un enfant par des moyens naturels, soit par des moyens médicalement plus médicaux. Mais de toute façon, une fois que l'enfant est là, les habitudes, les traditions chinoises traditionnelles s'imposent. Et en fait, la tradition, c'est que la société chinoise est une société patrilocale. C'est-à-dire que le couple vit près ou chez les parents du père. Et, donc, et pour la femme, c'est vraiment une mauvaise affaire. Donc, elle se retrouve à aller vivre auprès de sa belle-mère. Finalement, les femmes qui sont interrogées sont très malheureuses. En fait, elles disent une fois qu'on a un enfant, finalement, la vie est finie. Elles n'arrivent pas du tout à poursuivre leur vie personnelle, amoureuse. Elles sont tout le temps, et ça se passe très très mal. Les relations se passent très mal avec la belle-mère parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais elles doivent sentir que c'est pas vraiment les choses sont pas tout à fait comme elles devraient. Je sais pas. À la base, c'est pas quelque chose c'est une relation qui a un objectif. Je veux dire, c'est pas une relation sincère, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Mais bon, alors que pour les hommes, dans les cas qui sont étudiés par l'auteur, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Finalement, une fois l'enfant là, il laisse l'enfant avec la mère chez ses propres parents et puis il retourne travailler en ville ou ailleurs la plupart de la semaine. Et finalement, lui, il a un bon équilibre. Et les grands-parents, en fait, ils veulent ça. Enfin, dans le chapitre, les gens qui sont interrogés me révèlent que leurs parents les poussent. Une fois qu'ils ont conscience que leur fils est homosexuel, de toute façon, il leur faut un petit enfant.
Et dans le cas qui est observé, effectivement, il y a gestation pour autrui. Enfin, il y a le recours à une mère porteuse. Le grand-père, donc le père du père, une fois l'enfant né, dit bon bah ça y est, maintenant j'ai un petit-fils, ma vie est réussie. Ah ouais. Ouais. Donc au moment du projet, il dit si c'est un fils, j'aurais accompli ma vie. Et puis quand le fils arrive, ma vie est réussie. Donc les grands-parents sont partie prenante de ce projet et même ils sont presque à l'origine, enfin, ils sont vraiment très, très, très impliqués dans ce projet d'enfantement, avec tous les recours possibles, médicaux, GPA, etc. Donc, c'est un peu paradoxal, en fait. On voit cette espèce de conflit entre la modernité, de la technologie et des mœurs et de l'individualisme, etc. Et le côté très traditionnel de la famille dynastique, où vraiment les générations vivent ensemble et finalement font des projets ensemble. Justement, ça pose la question quand même de se demander d'où vient finalement ce désir d'enfant qu'on peut avoir, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, peu importe. Mais par exemple, l'exemple que vous donnez, est-ce que le désir d'enfant était bien propre à la personne ou est-ce que ça a été extrêmement influencé par la culture, ce côté il faut fournir un héritier en plus, qu'est-ce qui se passe si c'est une fille, enfin voilà. Tout à fait, Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est notre désir, quoi? Ah bah de toute façon le désir, ça il faudrait demander au psychanalyste, mais le désir est jamais quelque chose qui naît uniquement de soi, indépendamment de toute influence, de toute expérience, etc. Enfin ça, dans le désir, enfin oui là on voit que quel rôle par rapport aux enquêtes, quel rôle ce poids justement culturel, historique, familial joue dans la création de ce désir d'enfant. Par exemple, dans l'exemple de la Chine, enfin, c'est pas pour parler de la Chine, mais c'est assez révélateur quand même. Donc effectivement, comme vous le disiez, ce sont les fils qui vont s'occuper des parents plus tard, ce sont les fils qui vont accomplir les rites funéraires. Donc c'est aux fils que va être légué l'héritage patrimonial. Donc la transmission intergénérationnelle, elle se fait vraiment à travers les fils. Donc il en faut un, quoi. Ouais, c'est d'où la préférence pour les garçons, d'où le déséquilibre entre le nombre de fillettes et de garçons. Enfin, il y a vraiment un déséquilibre de genre en Chine et en Inde. Donc, effectivement, il y a les attentes des parents et la manière dont on se projette. Est-ce qu'on se voit comme un individu c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui se passe en ce moment. Votre question sur désir d'enfant ou non désir d'enfant. Je pense que désir d'enfant, il y a l'envie de transmettre, de reproduire, de revivre peut-être. Et puis il y a l'idée d'une chaîne intergénérationnelle. Moi, j'appelle ça souvent dynastie. C'est juste pour dire qu'il y a différentes générations qui sont liées, un peu comme dans une chaîne. On peut se voir comme ça. On peut se voir au contraire comme un individu isolé. Je ne devoir mes réussites qu'à moi-même. Toute cette vision où l'individu est complètement autosuffisant et il n'y a pas de solidarité ni horizontalement avec des conjoints ou quoi, ni verticalement avec des parents ou des enfants. Et donc ça, c'est tout ce qui inspire cette idée de fiscalité qui serait uniquement centrée sur l'individu. Il y aurait plus la notion de foyer ou de couple, l'héritage, etc. Donc c'est vraiment deux visions anthropologiques vraiment différentes, quoi. Est-ce qu'on se voit comme un chaînon d'une chaîne un peu, j'appellerais ça dynastique, ou est-ce qu'on se voit comme une cellule autonome, responsable et indépendante des autres. Et voilà, le désir d'enfant est quand même lié à ça. Donc après, il y a des cultures aussi. Il y a des cultures on se vit comme on transmet, la transmission, la continuité, c'est très important. Ça fait partie de notre identité. Et puis d'autres où c'est moins le cas. Donc il y a un aspect culturel. Mais quand même qui est assez présent. Qui est assez présent. C'était un peu ma question sur la pression sociale qu'on peut avoir à vouloir faire un enfant. Il y a toujours, si on reste sur l'exemple de la Chine, il y a le chapitre de Manon Laurent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est une sociologue qui est chercheuse au Collège de France pour l'instant et qui a fait sa thèse en Chine. Et donc là, elle montre, c'est pas seulement une pression sociale, là, c'est carrément une pression étatique. C'est-à-dire qu'en Chine, le gouvernement intervient très lourdement et efficacement, enfin au sens où il arrive à ses fins, pour réguler la fécondité. Donc on sait qu'il y a eu la politique de l'enfant unique, qui s'est faite vraiment de manière assez violente, même à coup de stérilisation, etc., interdiction, sanctions. Et puis c'est rentré dans les mœurs. Donc les gens, ça fait des dizaines d'années qu'ils ont un seul enfant, et puis maintenant ils se sont complètement organisés pour ça, et ils se représentent comme ça, et ils se projettent comme ça, et ils anticipent d'avoir un seul enfant. Et un seul enfant, ça veut dire qu'on mise tout sur lui. Donc il faut que ce soit un fils en plus, du coup. Surtout si c'est un fils. Donc ça veut dire qu'il y a un investissement, notamment des grands-parents. Dans l'éducation des enfants, il y a une concurrence scolaire extrêmement forte. Vous savez, à la fin du lycée, il y a ce concours national où les gens sont classés de 1 à N. Donc c'est vraiment extrêmement prenant. À tel point que passer de 1 à 2, faire les mêmes efforts x2, ça paraît pas du tout envisageable. Et même parfois, même un seul, on se demande si ça vaut la peine.
Le gouvernement chinois s'est rendu compte que la population vieillissait, que c'était vraiment un grand défi pour ce dont on a parlé, l'équilibre entre les générations, le financement du niveau de vie des vieux, au fur et à mesure que la population vieillit et qu'il y a moins de jeunes pour subvenir à leurs besoins. Et donc, il a complètement changé de cap. Donc, la politique de l'enfant unique s'est arrêtée en 2015. Et en 2021, c'est le chapitre de Manon Laurent parle de ça, il y a une nouvelle loi sur la parentalité scientifique. Donc, c'est une loi qui, d'abord, incite les parents à avoir 3 enfants. Donc, déjà, elle fait sauter les contraintes avant. Avant, il fallait espacer les enfants, il fallait vérifier qu'il y avait des bonnes conditions, il y avait toutes sortes de contraintes. Les femmes devaient prendre la pilule. Donc là, c'est fini. Et on les incite à avoir 3 enfants. Ça marche pas. Hein. Mais aussi, on leur fournit des guides de parentalité scientifique. Donc, on leur apprend comment ce que la science nous apprend sur la manière de bien élever ses enfants. Un accent très, très fort est mis sur le fait que c'est les parents, désormais, qui doivent s'occuper des enfants. Il faut arrêter de tout confier aux grands-parents. Parce qu'en fait, les grands-parents sont trop gentils, sont trop laxistes. Donc, il faut que les parents se surveillent eux-mêmes. Et puis, il y a une telle concurrence scolaire entre les enfants que ça devient vraiment stressant pour les enfants et pour les parents. Et donc, il y a des lois qui interdisent, par exemple, les cours privés. Toutes les matières qui sont enseignées à l'école primaire et au collège, ensuite au lycée, sont interdites. On n'a pas le droit de prendre des cours privés de ces matières à la maison. Pour baisser un peu le degré de concurrence. Et il y a des vérifications dans les maisons, etc. Ah ouais. Et aussi, de l'autre côté, les jeux vidéo et l'accès à Internet pour les gens en dessous d'un certain âge sont limités à 1 heure par jour le vendredi et le week-end, et c'est avec reconnaissance des pupilles. Donc, ça rigole pas. Donc, il y a une intervention très lourde du gouvernement chinois dans l'éducation parentale, la fécondité, etc., avec des injonctions de faire plus d'enfants, etc. Donc là, c'est plus qu'une norme sociale. Bon, malgré tout, ça marche pas. Oui. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est culturel. Donc, autrefois, on s'attendait à avoir beaucoup d'enfants, c'était normal, etc. Ensuite, il y a la première transition démographique avant même la pilule. Hein. Donc, l'idée de ce qu'on peut faire change. Ensuite, il y a les progrès de l'hygiène, etc. Et la pilule, sur les moyens de contraception, ça joue un rôle énorme. Les femmes, désormais, peuvent décider les gens peuvent décider combien ils ont d'enfants. Et donc, ça devient complètement normal. Donc, on s'attend à avoir moins d'enfants, mettons 2. Et puis, en Chine, 1 enfant. Et puis, c'est complètement rentré dans les mœurs. Comme j'ai dit, tout le monde s'est organisé là-dessus. On sait que c'est un investissement énorme de pousser cet enfant jusqu'à son maximum, son potentiel maximum. Le gouvernement chinois tient dans son texte de loi de 2021, les parents sont responsables des résultats scolaires de leurs enfants. Donc, c'est vraiment une grosse pression sur les parents. Donc, sur l'enfant aussi, quand même. Sur l'enfant aussi, bien sûr. Mais oui, voilà. Mais comme ce sont les parents qui décident de faire des enfants, ils anticipent ça. Et donc, du coup, passer de ce modèle où on sait qu'on va avoir un enfant et ça va être comme ça que ça va se passer, passer à 2 enfants ou 3, pour l'instant, ça marche pas. Oui, parce que là, comme vous l'avez souligné, c'est le même investissement qui est demandé sur une pression. Mais par contre, on n'a pas dit aux parents d'au moins travailler ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Alors, on a dit qu'il fallait peut-être mieux partager le temps, les tâches entre l'homme et la femme. On a un peu aménagé le congé parental des femmes et des hommes. Mais on a aussi dit qu'il fallait moins se reposer sur les grands-parents. Donc, du coup, ça fait plus de travail pour les parents. Donc, ça marche pas. Ouais, c'est très dur de revenir en arrière sur un changement culturel. Surtout quand la décision, c'est vraiment une décision privée. Qui se passe à l'intérieur du foyer. Donc, c'est très difficile. Si on vient en Occident, plus particulièrement peut-être en France, dans les sociétés occidentales, on observe peut-être un paradoxe, qu'on a cette natalité qui baisse, mais de plus en plus de personnes pourtant engagent des démarches pour avoir un enfant. Comment on explique ce décalage-là ? D'abord, il y a le retard des naissances. Enfin, ce qu'on appelle ça le retard, c'est-à-dire que les femmes ont des enfants de plus en plus tard, parce qu'elles font des études et elles travaillent. Donc, elles repoussent le moment du premier enfant, mais en fait, après, ça ne se rattrape pas. Quand on commence à avoir le premier enfant à 35 ans ou à 40 ans, on ne va pas en avoir qu'à 3 ou 4. Ah oui, c'est ça. Donc, du coup, le retard des naissances fait baisser la natalité. Et puis, parfois, le retard des naissances, du coup, ça ne marche plus. Parce que primo parturiente, comme on dit, à 40 ans, c'est difficile. Ouais. Et donc, du coup, d'où le recours à l'aide médicale à la procréation. Ah oui, d'accord. Okay. Et donc, voilà, donc recours, FIV, etc. Et puis, quand ça ne marche pas, éventuellement, soit adoption, soit GPA, si on décide de se lancer là-dedans. Donc, ça va ensemble, en fait. C'est lié donc à la contraception, bien sûr. C'est lié au fait de travailler, d'être plus investi dans la carrière, etc. De ne pas se rendre compte qu'il y a une horloge biologique. Je pense que les mères devraient rappeler tout le temps à leur fille qu'il y a une horloge biologique et que leur programme, c'est pas le même que celui des hommes. Après, le truc, c'est que est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un moment, justement, trop de pression mise sur cette horloge biologique et la nécessité de
de pondre des enfants pour soi, Ah oui, il y a peut-être un ou aspect pour, oui, bien sûr, de je pense que revendication ça aussi, de sa propre vie. exactement. Il y a un côté hédonique C'est où tout à fait légitime, pareil. on veut vivre bien, on veut vivre selon son propre programme, ses propres objectifs, et donc ne pas forcément réaliser les attentes de ses parents ou de la société. Donc il y a ce côté hédonique où éventuellement des gens trouvent que c'est mieux de s'occuper d'eux-mêmes plutôt que de s'occuper de leurs enfants, parce que c'est ça dont il s'agit. Mais c'est peut-être lié aussi du coup à ce que vous signaliez en début d'épisode, c'est que peut-être aussi que c'est parce que les femmes savent aussi très bien que faire des enfants, ça les engage à elles plus que les hommes à avoir en charge ces enfants, bah, qu'elles ont envie d'en faire moins tôt. Peut-être que si on avait une meilleure répartition. Oui, voilà, ça c'est le sujet, c'est le sujet du livre. Plusieurs chapitres ils sont consacrés. Mais avant de dire ça, donc si on reste sur un peu sur l'individualisme ou l'hédonisme, enfin l'idée d'être heureux quoi soi-même, ça explique pourquoi à la fois il y a des gens qui font pas d'enfants, on est en dessous du taux de reproduction de la population, et en même temps il y a des gens qui font des pieds et des mains pour avoir des enfants en recourant à la technologie, parce qu'en fait chacun veut faire exactement ce qu'il veut. Donc certains ne veulent pas d'enfants, d'autres en veulent malgré les obstacles. Donc soit l'obstacle de leur homosexualité, par exemple entre deux hommes, pour l'instant la nature ne le permet pas sans le recours à la technique, ou à une tierce, évidemment à une tierce personne. Soit on veut en faire plus tard et donc on a recours à la technologie, etc. Donc en fin de compte, la conjonction entre la baisse de la fécondité et le recours croissant à la technologie, finalement, ça s'explique par la même chose, quoi. C'est que les gens ont des parcours et des destins de plus en plus individualisés, de plus en plus désirant s'affranchir de la contrainte biologique, et donc voilà, c'est ça qu'on voit. Alors après, on arrive dans ce sujet. Donc, le sujet. Donc, parce que dans ce livre, il y a plusieurs chapitres qui parlent de la répartition des tâches entre les parents, enfin, surtout le père et la mère, parce que oui, on peut rester dans le modèle hétérosexuel. Donc, c'est encore le cas, que les femmes consacrent une beaucoup plus grande partie de leur temps aux tâches ménagères, enfin, domestiques, donc de mousse la maison et aux soins des enfants, et que le temps passé le temps global consacré par le ménage à ces choses est majoritairement pris en charge par la femme. Donc, du coup, ça crée des anticipations un peu pessimistes. Donc ça, c'est le chapitre de Romain Delesse, que je vais voir justement après, qui parle de pessimisme parental. Donc, il utilise une enquête internationale dans laquelle il y a des questions telles que est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que quand on a un enfant, on n'a plus aucune liberté, ça coûte très cher, c'est très contraignant. Donc, toutes sortes de questions qui évoquent les contraintes et les empêchements qui sont imposés par la survenue, le fait d'avoir un enfant. Et donc, il agrège ça en un score de pessimisme parental. En fait, ce qui montre, c'est qu'il y a des pays, on peut classer des pays dans une sorte de plan avec des cadrans. Donc, il y a les pays dans lesquels l'égalité entre l'homme et la femme sur le marché du travail est à peu près réalisée. C'est-à-dire que les femmes travaillent, les inégalités de salaire sont assez faibles. Donc, la première révolution de genre, comme il dit, a été réalisée. Bon, c'est le cas en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les pays du Nord, etc. Il y a des pays dans lesquels, au contraire, c'est pas le cas. Les femmes continuent à ne pas travailler ou à arrêter de travailler quand elles ont un enfant. Donc, la première révolution de genre, c'est sur le marché du travail. La deuxième révolution de genre, c'est dans la famille. Est-ce qu'on a commencé à partager, à mieux répartir de manière plus équilibrée les tâches ménagères et domestiques et le soin aux enfants ou pas? Ça, c'est ce qu'il appelle la deuxième révolution de genre. Il y a des pays dans lesquels on a beaucoup avancé là-dedans, dans ce domaine, comme les pays du Nord, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc. Il y a des congés parentaux qui sont obligatoirement partagés, ils sont très longs, les hommes s'investissent beaucoup plus dans les tâches domestiques, etc. Donc là, c'est fait, et il y a des pays dans lesquels c'est pas fait. Alors, ce qu'il dit qui est intéressant, c'est que quand la première et la deuxième révolution de genre se sont réalisées, dans ce cas, les femmes, parce qu'en fait, il s'agit surtout des femmes, les femmes ne sont pas très pessimistes sur l'enfant. Elles pensent que ça va bien se passer. Okay. Dans les pays où aucune révolution ne s'est réalisée, c'est-à-dire que ni le marché du travail, ni le travail, ni les tâches domestiques ne sont partagées, c'est le modèle traditionnel. Les femmes sont à la maison, les hommes travaillent. Dans ce cas aussi, ça va, parce que chacun, finalement, le temps, la contrainte de temps est assez supportable. Donc, chacun sait quel va être son rôle, et finalement, si les femmes ne travaillent pas, elles se disent pas que l'enfant va les empêcher de travailler. Donc ça, c'est les pays du Sud, les pays où le modèle est encore assez traditionnel. Et par contre, les pays qui sont au milieu du guédon, dans le cadran où il y a égalité sur le marché du travail à peu près, mais par contre, il y a encore un gros déséquilibre en ce qui concerne le partage des tâches dans la maison. Donc à peu près la France, quoi. La France, je sais plus, l'Allemagne, l'Angleterre, beaucoup de pays. Ça génère ce qu'il appelle ce pessimisme parental, savoir les femmes savent que là, ça va être difficile, quoi. Ce fameux child penalty va s'imposer. C'est-à-dire, si elles veulent continuer à travailler et à s'investir dans leur carrière et avoir des ambitions ou des aspirations, à peu près les mêmes que les hommes,
ça va être difficile de concilier avec la maternité, la parentalité. Et donc, c'est là que la fécondité est plus faible. Alors, évidemment, on dit ça, et tout de suite, on se dit, bah oui, mais en France, il y a une fécondité plus élevée que dans tous les autres pays d'Europe. La France est championne d'Europe de la fécondité. L'indice de fécondité est quand même en dessous du taux de reproduction, c'est 1,68 là, enfant par femme. Et le taux de reproduction est à 2,1. Ok, bah oui, forcément. Donc, il faudrait 2, mais quand même un peu de mentalité. Oui, tout à fait. Donc, mais malgré tout, on reste au-dessus. Pourquoi ? Parce que malgré ce pessimisme parental, la France, depuis mène des politiques de natalistes tous azimuts. Des politiques de soutien aux revenus, des politiques d'égalisation des revenus entre les familles qui ont des enfants et d'autres banques pour compenser le coût de l'enfant, des politiques de mode de garde avec les crèches, les assistantes maternelles, etc., des politiques de retour à l'emploi pour les femmes, des congés maternité, des allocations de toutes sortes, parents isolés, etc. Donc, il y a toute une panoplie de mesures qui pourraient être classées de droite, qui pourraient être classées de gauche, qui pourraient être classées natalistes, qui pourraient être classées redistributives. On fait tout. Et en fait, du coup, ça crée aussi peut-être cette impression que la France est un pays qui favorise la natalité, qui valorise la natalité, où ça va bien se passer. Et donc, du coup, ça marche. Et c'est peut-être pour ça, c'est sûrement pour ça, c'est ce que pensent les démographes, que le taux de natalité en France reste plus élevé que dans les autres pays. Mais bon, mais malgré tout, on a cet indice de pessimisme parental qui est quand même, on est dans le mauvais cadran, quoi. C'est l'équilibre entre les tâches, le temps, l'usage du temps des hommes et des femmes est une question importante. Il y a un article récent de Claudia Goldin, qui est prix Nobel d'économie, qui travaille sur le genre, un article vraiment récent qui vient d'être publié. Elle avance l'hypothèse, elle regarde les données, elle dit les pays qui ont connu un développement très rapide au cours des dernières dizaines d'années sont des pays dans lesquels les femmes se sont mises à travailler, se sont modernisées, et donc elles ont commencé à nourrir des aspirations professionnelles importantes, et donc également des attentes vis-à-vis de leurs conjoints pour ce qu'ils s'investissent dans la maison et les enfants. Et ça a peut-être été un peu trop vite pour les hommes, et donc dans ces pays qui se sont développés très vite, le taux de natalité a chuté, beaucoup plus que dans les pays qui se sont développés beaucoup plus lentement et depuis plus longtemps. Donc elle montre vraiment la relation entre la chute de la natalité et la vitesse de développement ou de rattrapage selon les pays. Est-ce que le changement culturel, du coup, dans la répartition de genre à la maison, ne va pas du tout aussi vite que... Eh ben ouais, le changement de culture dans la tête des hommes, c'est pas fait assez vite. Ce qui est aussi le cas en France, quand même. Un petit peu, alors ça va. On voit que ça augmente. Alors notamment les soins aux enfants dans les pays européens. Il y a l'enquête famille-employeur de l'INED, ou l'enquête génération de l'INED. Enfin, il y a beaucoup d'enquêtes de l'INED. L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques, qui pose des questions sur la répartition des tâches. On voit que le soin à l'enfant par les pères a beaucoup augmenté au cours du temps. Néanmoins, il y a un chapitre quand même dans l'ouvrage qui montre que, alors c'est avec l'enquête ELF, une enquête qui suit les enfants après toute leur vie, longitudinale. On voit que quand même le temps passé par les pères et par les mères dans les 3 premières années est quand même assez déséquilibré, et c'est pas la même chose. Enfin, les mères font plus les soins, les c'est hommes ce que j'allais vous dire. font plus les jeux. C'est quelque chose qui avait été aussi mesuré par Myriam Château dans sa thèse, dans sa thèse sur le sujet, où elle expliquait justement que les hommes avaient investi du temps, mais en fait avaient investi le temps de loisirs. Oui, c'est pas le même temps. C'est ça. Voilà. Et là, c'est pareil. C'est sûr que aller au parc avec son enfant, mais ne pas avoir à se préoccuper de préparer un sac à langer ou un goûter, c'est quand même plus agréable, quoi. Peut-être, ouais. Parce que, en fait, bizarrement, dans ce chapitre, on voit que les tâches sont très déséquilibrées, à la fois du point de vue des tâches ménagères et du soin aux enfants. Mais on demande aussi aux femmes et aux hommes, aux pères et aux mères, s'ils sont satisfaits de l'équilibre. Et le chapitre montre que les mères sont plutôt insatisfaites quand elles endossent la plus grande partie des tâches ménagères, mais pas tant que ça quand elles endossent la plus grande partie des soins aux enfants, parce qu'en fait, elles aiment ça. D'accord. Et donc, c'est pour ça que ça ouvre la question des congés parentaux. Parce que, en fait, on parlerait de courbe d'apprentissage. En fait, au début, quand on a un enfant, au début, si on ne s'est pas occupé de ses frères et sœurs ou quoi, on ne sait pas. C'est pas faire, donner le bain, changer les couches, etc. Alors, on sait pas. Bon, on apprend vite. Il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain, et surtout, il faut être seul. Il faut être seul, voilà. Je pense. Donc, on apprend vite. Et puis, une fois qu'on parcourt cette courbe d'apprentissage, là, on devient de plus en plus qualifié au cours des jours ou des semaines qui passent, en tant que souvent les mères. Et puis après, donc, quand il s'agit de déléguer ça aux pères qui, eux, sont au point zéro de la courbe d'apprentissage, souvent on entend oui, mais il sait pas le faire, il le fait pas bien, etc. Donc, oui, évidemment, il faut le laisser faire, en supposant que ça soit possible. Et donc, c'est pour ça que maintenant, il y a cette discussion dans les pays du Nord où le congé parental, il peut être très long, à condition qu'il soit pris par l'homme et par la femme, tour à tour. Et aujourd'hui, c'est un des points de discussion, c'est si on élargit les congés parentaux en France aux hommes,
peut-être qu'il faut faire en sorte que ça soit pas simultané. C'est-à-dire que c'est d'abord la mère, bien sûr, surtout si elle allait, et puis ensuite le père. Exactement. De manière à ce qu'il puisse tout simplement apprendre, être lui aussi qualifié, et que la mère n'ait plus peur de laisser son enfant. Ça fait partie de la proposition, par ailleurs, de Violaine Dutroux dans son livre Maternité, Paternité, Parité. Elle détermine 4 angles majeurs. C'est correctement rémunéré, égal en durée, pour évidemment que sur le marché de l'emploi, ce soit la même contrainte. 8 semaines obligatoires consécutives. Alors moi, je les dirais à la naissance, pour histoire qu'on crée quand même un cocon, mais bon, dans l'absolu, c'est 8 semaines obligatoires. Et elle rajoute 2 semaines obligatoires à la reprise du travail de la mère, le cas échéant, pour qu'il y ait au moins ce temps-là d'autonomie, de montée en compétences. Et pour l'avoir personnellement testé à l'arrivée de mon premier enfant, j'ai repris le travail, moi, après ma compagne, grâce à un petit peu de congé parental. Et en effet, ça change tout. Oui, tout à fait. Bah, tout. Ouais, oui, ça change complètement le rapport, le sentiment de responsabilité, l'apprentissage dans ces tâches. Et la compétence. Donc, il faut remplacer les congés parentaux qui durent 3 ans après la naissance, qui sont extrêmement mal indemnisés et qui sortent les femmes du marché du travail, remplacés par des congés parentaux beaucoup plus longs et beaucoup plus également partagés. Ça serait le projet. Oui, ça serait le projet, oui, ça serait bien. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre sur ces inégalités dans le foyer ? Alors, ce qui est amusant, intéressant, disons, dans le chapitre de Romain Delesse, il fait parler les données un peu beaucoup, mais à propos du pessimisme ou de l'optimisme parental, c'est que dans les pays qui sont dans le bon cadran du graphique, donc les pays dans lesquels ce qu'il appelle les 2 révolutions de genre se sont réalisées, donc où à la fois les femmes travaillent, mais dans le foyer, les tâches sont plus également partagées. Les gens voient la parentalité, donc le fait d'avoir des enfants, de manière plus optimiste. Il avance l'hypothèse, ça correspond à une meilleure valorisation de l'enfant. C'est-à-dire que le temps passé avec l'enfant n'est pas un temps dont il faudrait se débarrasser, qu'il faudrait compresser au maximum, qu'il faudrait essayer d'éliminer. Vite, je rentre tel jour, tu rentres tel jour, etc. Le mode de garde, etc. En fait, c'est un temps qui est valorisé. Du coup, là encore, on retombe sur une norme culturelle ou une norme ou en tout cas une attente sociale. C'est que c'est quelque chose qui est bien vu, quoi. On se sent pas en train de perdre son temps, on n'a pas l'impression d'être en retard, d'être en train de se laisser distancer par ceux qui continuent à travailler. Finalement, ça débouche sur une revalorisation de l'enfant dans la société. Et si on veut faire remonter la natalité, ce qui est un objectif, je ne sais pas s'il faut, parce que du point de vue de la planète, évidemment, certains trouvent qu'on est trop. On pourrait penser on est trop nombreux. Enfin, il y a deux manières de faire. Soit on est trop nombreux, soit il faut peut-être consommer autrement. C'est sûr que continuer à vivre comme on vit en étant toujours plus nombreux, c'est pas tenable. On le voit déjà. Mais bon, peut-être que la solution, c'est plutôt de consommer autrement que de disparaître. Si on disparaît, je vois pas à quoi ça. Bon. Mais en tout cas, si on voulait stimuler le réarmement démographique, comme a dit notre président, il faut que l'enfance et le temps passé avec l'enfant soit quelque chose qui redevienne valorisé et non pas quelque chose dont on essaye de se débarrasser et de mettre de côté. Et donc ça, c'est l'hypothèse de Romain Delesse dans son chapitre. Je trouve ça intéressant et original. J'aurais une hypothèse à ajouter. Alors là, on est vraiment dans le domaine mais c'est que dans la mesure où dans ces pays-là, les hommes sont également concernés par ce temps parental, quand ils prennent les congés de paternité. J'ai un collègue qui vit en Suède et qui me racontait qu'au début, il n'allait pas tellement chercher ses enfants à l'école. Et il a été convoqué par la directrice ou le directeur de l'école qui lui a demandé s'il avait un problème de santé. Parce que c'était tellement bizarre que l'homme ne vienne pas chercher l'enfant à l'école. Donc, dans la mesure où les pères, on va voir des pères au parc, etc., ou pendant la journée, etc., et ben, ça va devenir valorisé. Parce que traditionnellement, l'ambition professionnelle, financière, etc., traditionnellement, est plutôt du côté masculin. Donc, si on voit que si ça devient masculin de s'occuper des enfants, ça va devenir valorisé. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais c'est un fait. Mais c'est totalement ça. Les professions qui sont majoritairement féminisées, en général, sont des professions mal payées. Donc, ça veut dire que financièrement, elles sont moins valorisées. Ça veut dire que socialement, elles sont moins valorisées. Bon, ben voilà, donc si on veut que quelque chose soit valorisé, il faut que les hommes le fassent. C'est peut-être triste d'en passer par là, mais ça permet aussi de faire ça, un changement nécessaire. Pour l'auditoire qui nous écoute concernant Romain Delesse, je précise que si vous voulez creuser encore plus ce sujet après ce qu'a dit Claudia, vous pouvez l'écouter chez ma collègue de la matrescence, épisode 253, où il creuse ce sujet du pessimisme parental. Donc n'hésitez pas. Voilà. Ah oui, je ne savais pas, d'accord, très bien. Vous, en tant qu'économiste, vous analysez aussi les liens entre conditions de vie et parentalité. En quoi le désir d'enfant est-il influencé par les politiques publiques, le coût de la vie ou les inégalités économiques ? Bah oui, évidemment, le désir d'enfant, enfin la réalisation du désir d'enfant
doit surmonter la contrainte financière de logement, la contrainte financière du coût de l'enfant. Il y a un chapitre qui parle aussi des horaires de travail irréguliers. Donc, quand les femmes travaillent la nuit avec des horaires irréguliers ou les hôtesses de l'air, etc., c'est difficile d'avoir un enfant, surtout le premier. Donc, ça, c'est un aspect économique, si on veut, parce que c'est du fait de la profession et de l'organisation de la profession, des conditions de travail, que la maternité devient difficile. Il y a des grossesses à répéter, enfin, des avortements thérapeutiques, des accouchements, enfin, etc., des difficultés. Et après, économiquement, bon, voilà, il y a la question financière. Alors, pour autant, la politique, enfin, quand on regarde les incitations financières à la parentalité en France, donc il y a des gros morceaux. Enfin, il y a le quotient familial. Bon, ok, ça c'est assez simple à comprendre. Mais après, il y a les allocations parentales, les parents isolés, les allocations familiales, c'est pas la même chose, qui sont voilà, qui arrivent au deuxième enfant, et puis après encore un peu si on a un troisième, et puis ça s'arrête quand on a 18 ans, sauf s'il fait des études, et sauf si on est parent isolé. Après, il y a des tranches, etc. En aucun cas, ça peut être incitatif. Incitatif, c'est ex-ante, c'est-à-dire c'est quelque chose qui influence la décision d'avoir un enfant. Toute cette panoplie diverses et variées de subventions, de transferts financiers qui sont donnés par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, par les impôts, par la ville, par ci, par ça, il faut être un génie ou une IA pour calculer ce à quoi on a droit. Et personne, évidemment, ne le fait, et surtout quand on en a besoin. On sait bien que le non-recours aux aides est particulièrement élevé chez les gens qui en auraient besoin, parce que justement ils sont moins qualifiés ou moins diplômés, donc ils ont plus de mal à comprendre la forêt des mesures. Donc en aucun cas c'est incitatif. Donc faudrait peut-être simplifier tout ça, peut-être le remplacer par une mesure unique, je sais pas laquelle, enfin c'est pas le sujet ici, mais en tout cas il y a un aspect financier dans la décision d'avoir un enfant ou deux ou un troisième. Mais pour l'instant, les incitations financières telles qu'elles existent, il y a très très peu d'études économiques qui montrent, enfin qui trouvent une efficacité. Je me souviens qu'il y a un vieil article de Salanier et puis quelqu'un d'autre qui trouvait une efficacité dans un petit changement de mesure, mais bon, sinon, en gros, on a du mal à trouver. Par contre, ce qu'on trouve, ce dont on peut montrer l'efficacité, ça a été fait plein de fois, c'est les modes de garde. On a les crèches, assistantes maternelles, les gardes d'enfants à domicile. Alors, il paraît que ça se fait pas partout, qu'il y a des cultures régionales, j'ai appris ça hier. Donc, les gens, selon les cultures, les régions, ont des attentes ou des préférences différentes. Donc, en tout cas, le mode de garde, ça compte énormément. Si on parle, en fin de compte, c'est du point de vue des femmes, si on parle de la possibilité de continuer à avoir des aspirations professionnelles et en même temps des aspirations familiales, de maternité, il faut qu'on puisse s'organiser. Et donc, il faut qu'on puisse faire garder l'enfant, peut-être pas tout de suite, justement, peut-être avoir des congés parentaux plus longs, mais partagés. Et puis ensuite, des modes de garde, soit à domicile, soit au domicile de quelqu'un d'autre, ou alors peut-être quelque chose de tout à fait nouveau, des maisons. Une assistante maternelle, c'est quelqu'un qui reçoit des enfants chez elle. Il faut quand même qu'elle ait un logement qui puisse, et elle est seule avec les enfants, etc. Si on pouvait avoir un peu comme maintenant les cabinets de médecins, vous savez, il y a plusieurs médecins, il y a des cabinets de dentistes, des cabinets d'ophtalmo, donc c'est un bâtiment. Des MAM. Pardon ? En fait, ça existe, c'est des MAM, c'est des maisons voilà. d'assistantes maternelles. Des maisons assistantes maternelles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une structure, elles sont dans un lieu, elles sont plusieurs, il y a un peu de support, il y a des équipements communs, etc. C'est plus le même métier que d'être chez soi à recevoir des enfants, seul avec des enfants en bas âge qui parlent pas. Donc ça serait peut-être quelque chose pour essayer, parce que apparemment, il y a vraiment un manque d'assistantes maternelles. Et en plus, ça existe, mais c'est très contraignant à monter, quoi. C'est toujours contraignant à monter, etc. Mais c'est peut-être plus efficace que d'essayer de donner des allocations financières que personne ne comprend. Et donc, les modes de garde, c'est sûr que c'est quelque chose. Donc, les congés parentaux et les modes de garde. Puis aussi, c'est vrai, ce côté, les modèles dont on parle, la Suède et compagnie, c'est vrai que l'idée globale, c'est quand même que jusqu'au 1 an de l'enfant, il n'y a que les parents qui s'en occupent. C'est un peu le concept de base, et c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose que moi j'avais souligné à l'Assemblée nationale, c'est qu'on on peut avoir un certain nombre d'aides par rapport à la garde d'enfants, en mode de garde, etc. Mais si on choisit de s'occuper soi-même de son enfant, financièrement, on est quand même sanctionné très fort, puisque le congé parental aujourd'hui tel qu'il est pensé, c'est 70% du RSA, la rémunération. C'est extrêmement faible. Et du coup, on va mettre plus d'aide pour dire aux gens, ne vous occupez pas de vos enfants, allez travailler et confier vos enfants à quelqu'un d'autre, plutôt que pour pouvoir les garder soi-même. Donc il y a un côté là, oui, c'est vrai. en termes de parentalité, qui est assez particulier. Oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. On pourrait aligner les subventions aux parents aux aides auxquelles ils ont droit. Exactement. On pourrait dire, vous avez le choix, vous avez tant,
soit vous allez le... Alors après, évidemment, c'est conditionné aux ressources. La crèche, par exemple, Oui, bien sûr. vous avez le choix. Bon, voilà, si vous mettez votre enfant à la crèche, vous aurez tant de subventions, sinon, on vous le donne. Si on a plusieurs enfants et qu'on s'arrête N fois un an, ça va faire beaucoup. Mais bon, si on a Ouais, mais envie, bon. pourquoi C'est pas. vrai, mais si on les fait garder, je vous garantis que ça fait beaucoup aussi. Oui, voilà. Enfin, non, mais je veux dire, ça fait beaucoup d'années Ah où oui, oui. on sait quand même que Ah, quand où on on se sort. retire du marché du travail, si on se retire 3 ans ou 4 ans du marché du travail, c'est plus difficile de revenir. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc, je sais pas s'il est... Ou alors, c'est peut-être pas 3 ans d'affilée. Mais c'est pour ça que si c'est pensé avec une répartition aussi égale, Exactement. incitative, comme ça peut se faire dans les Ouais. pays scandinaves, ça peut du coup être intéressant parce qu'en fait, sur les 3 ans, Bah oui. ça fait qu'un an et demi si on sépare tout en deux. Voilà. Quoi. Donc ça peut être intéressant. De toute façon, c'est un changement de culture. Là, aujourd'hui, ça paraît inimaginable de se retirer 1 an ou 6 mois, même 6 mois C'est vrai. du travail. Mais si tout le monde le fait, et puis si on peut travailler différemment, il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est que la division des tâches traditionnelle s'articule. Donc, les hommes travaillent à l'extérieur du foyer, les femmes travaillent à la maison. On parle de travail domestique, domus. Travail femme au foyer. Donc, c'est intérieur-extérieur. Donc la division du travail, la division des tâches, l'emploi du temps entre l'homme et la femme correspond à une division spatiale. Mais avec le télétravail, qui s'est imposé dans nos vies pour tous ceux qui peuvent depuis le Covid et après Covid, et qui restent vraiment là, et qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible, la division spatiale, éventuellement, elle saute. C'est-à-dire que les gens travaillent à la maison. Et donc, moi, je me suis demandé, est-ce que du coup, la division des tâches va changer ? Et pour ça, pour étudier cette question, on a des enquêtes d'emploi du temps. Donc, c'est des enquêtes où on interroge en France, par exemple, ou aux États-Unis, des milliers de personnes et on leur demande qu'est-ce que vous avez fait hier. Et donc, 10 minutes par 10 minutes, le matin, j'ai tiré les enfants à l'école, après ci, après ça. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait et où on était. Donc, on peut regarder les gens qui ont travaillé à domicile. Donc, on a des hommes, on a des femmes qui ont travaillé à domicile. On a regardé l'enquête d'emploi du temps américaine des années avant Covid, 2018-2019, après Covid, 2022-2023, et on regarde ce que font les hommes et les femmes à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a une grosse différence d'emploi du temps, il y a un gender gap, un écart. Donc les femmes, en moyenne, passent plus de temps à faire des tâches domestiques, à s'occuper des enfants, et les hommes, plus de temps à travailler. Mais cet écart, il se réduit considérablement après le Covid pour les gens qui sont à la maison. Les femmes qui travaillent à la maison, elles travaillent. Elles passent beaucoup moins de temps, elles passent 28 minutes en moins par jour à faire des tâches domestiques quand elles sont en télétravail par rapport à avant le Covid. Les hommes passent plus de temps à faire des tâches domestiques quand ils sont en télétravail après le Covid par rapport à avant le Covid. En combien de minutes 9 minutes de plus de tâches ménagères. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, ouais, ok, c'est surtout tiré par les femmes. Mais les hommes, quand même, font plus de tâches ménagères. Ils font donc autant de travail, mais surtout les femmes font beaucoup moins de tâches ménagères et beaucoup plus de travail. Donc en fait, l'écart, et c'est le début. Donc l'écart d'emploi du temps entre les hommes et les femmes se réduit pour les gens qui sont en télétravail aujourd'hui par rapport à avant le Covid, et aussi en comparaison avec les gens qui continuent à travailler dans l'entreprise pour lesquels rien ne s'est passé. C'est une triple différence. C'est après Covid par rapport à avant, pour ceux qui télétravaillent par rapport à ceux qui ne télétravaillent pas, pour les femmes par rapport aux hommes. Le gender gap, l'écart entre hommes et femmes, il se réduit. Donc, peut-être que ces contraintes de comment on s'organise, comment je concilie travail et parentalité, enfin maternité, paternité, etc., avec le télétravail, peut-être que ça devient plus facile et ça se rééquilibre plus. On parlait de congé parentalité, on parlait de avoir 1 an de congé partagé entre l'homme et la femme, et se retirer du marché du travail, arrêter de travailler pendant 6 mois. Enfin, moi, ça me paraîtrait impossible. J'ai toujours envie de travailler. Mais si on peut travailler à la maison, ce qui donne beaucoup plus de flexibilité, on peut travailler pendant les siestes, on peut, etc. Et puis on peut imaginer un 50% aussi. Enfin, on peut imaginer quelque chose de temps partiel, progressif. On peut imaginer plein de choses. Ça donne énormément de flexibilité. On économise les temps de trajet, etc. Certains jours, peut-être pas forcément tout le temps, on peut partager. Peut-être que ça dessert la contrainte, comme on dit nous, c'est-à-dire ça rend les choses plus faciles, plus flexibles, donc ça permet de mieux optimiser. Donc le télétravail, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la conciliation travail-famille des femmes, le rééquilibrage du partage des tâches entre hommes et femmes, et donc, in fine, la fécondité. Justement, là, on arrive à la fin de cet épisode. D'accord. Pour conclure, vous, qu'aimeriez-vous que l'on retienne de cette réflexion sur le désir d'enfant ? Je veux dire, s'il y avait une seule question à se poser avant de se dire je veux un enfant, ça serait laquelle ? C'est très dur. C'est une décision. Donc quand on se pose la question d'une décision, en principe, il faut voir si on a bien anticipé les conséquences de cette décision. Est-ce qu'on arrive à dérouler la vie avec un enfant ? Comment ça va se passer ? C'est une bonne chose d'essayer, j'appelle ça dérouler, c'est-à-dire essayer de s'imaginer la progression, le déroulement, le process, comment ça va se passer, la naissance, le congé, les relations avec l'autre,
l'organisation de la vie, etc. Il faut essayer de se représenter un peu les choses. Et je me permets de souligner votre propos, et sur plusieurs années, parce que souvent on se projette sur la maternité, en fait, le maternage, le pouponage. Moi, c'est une discussion que j'ai eue avec ma compagne sur le deuxième enfant, parce qu'elle, quand même, parlait de faire un autre enfant. Elle me parlait que des 6 à 12 premiers mois, et moi, je me projetais sur les 20 prochaines années, quoi. Donc, on avait un petit décalage là-dessus. Donc voilà, en principe, la décision, moi je suis économiste, hein, donc la décision, le choix rationnel, c'est on a un choix à faire, on essaie d'anticiper les conséquences le mieux possible en utilisant l'information disponible, elle n'est pas toujours disponible, et puis on fait son choix. En ce qui concerne l'enfant, on peut toujours essayer d'anticiper, mais de toute façon ça sert à rien. Je pense que ça sert absolument à rien. Donc on peut quand même essayer de réfléchir à son conjoint. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a les mêmes idées sur l'éducation de l'enfant? Est-ce qu'on est un peu... Mais là encore, c'est très très dur de réfléchir rationnellement. C'est plutôt une question, moi je dirais, statistique, c'est-à-dire est-ce qu'on vient de la même culture? Est-ce que nos parents se comportaient de la même manière? Est-ce qu'on est d'accord? On peut essayer de deviner. Je trouve que le modèle que j'aurais en tête pour penser à ça, c'est des paramètres cachés. En fait, ils sont cachés, on ne les connaît pas. Avant que l'enfant soit là, on ne les connaît pas. Ils vont se révéler au moment où l'enfant sera là. Moi-même, mon style de maternité, il va se révéler. Le style le comportement du père, de mon conjoint, va être révélé aussi. On n'en sait rien. On peut essayer de deviner sur la base d'informations qu'on a, comme dans un modèle statistique, en regardant les choses qui sont en général corrélées. Donc, quel âge il a, de quelle culture il est, est-ce qu'il a des frères et sœurs, comment il se comporte avec les enfants, etc. Donc, c'est très, très difficile de faire un choix rationnel pour avoir des enfants. Donc, on parlait du désir. Je pense qu'il faut juste suivre son désir. Je pense qu'on saute à pieds joints dans un monde totalement inconnu. Donc, peut-être là, l'instinct joue. Moi, j'aurais tendance à dire que si on a une enfance heureuse, on a envie d'avoir des enfants. On a envie en fait, on revit un peu son enfance quand on a des enfants. On repasse par les mêmes choses, on rejoue au même jeu, on retrouve des choses. Si on a eu une enfance heureuse, on va être heureux avec ses enfants. Peut-être si on a une enfance malheureuse, on va être heureux aussi de compenser son enfance malheureuse avec des enfants. Donc il y a plein de choses qui peuvent se passer. Je trouve que c'est très très difficile de réfléchir à ça rationnellement. On avait fait une étude il y a longtemps avec Andrew Clark, un co-auteur à l'école d'économie de Paris, et une doctorante, Sophie Sêtre, qui est maintenant une chercheuse. Parce que en fait, moi je travaille en général dans le domaine de l'économie du bonheur. Et il y a quelque chose de bizarre, c'est que dans les enquêtes, les gens qui ont un enfant, ils sont pas plus heureux, ils se déclarent pas plus heureux que les autres. Donc vous savez, ils se mesurent sur une échelle de 0 à 10. Êtes-vous satisfait de votre vie? Et vous donnez une note. Et la note que les gens se donnent en termes de satisfaction dans la vie, elle n'est pas plus heureuse quand c'est des gens qui ont des enfants par rapport à d'autres. Ça paraît super bizarre, etc. Bon, après, on a regardé de plus près. On a vu que quand les gens ont des enfants dans des bonnes conditions, c'est-à-dire ils sont pas trop jeunes, ils sont pas mineurs, et ils ont les moyens, ils ont un emploi. Dans ce cas-là, ils sont plus heureux que ceux qui en ont pas, que dans les mêmes conditions en ont pas. Donc ça suffit pas à montrer que avoir des enfants rend heureux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé, on a utilisé une enquête allemande qui suit les mêmes gens année après année. Et donc il y a des gens qu'on observe à 20 ans. Et donc ce qu'on voit, c'est que les gens qui étaient plus heureux, quelqu'un qui était plus heureux que d'autres à 20 ans, quand on le retrouve à 45 ans, il y a plus de chances qu'il ait des enfants. Donc, on a appelé ça, le résultat, Happy people have children. Les gens heureux ont des enfants. Donc, toutes choses égales par ailleurs, les gens heureux ont plus envie d'avoir des enfants, certainement pour transmettre leur bonheur, pour le revivre, pour le continuer. C'est super intéressant. Donc ça, c'est une chose. J'ai l'impression que finalement, la durée de vie, on vit à une certaine durée limitée. On a la possibilité de faire certaines choses. Et avoir des enfants, ça fait partie de ces choses majeures qu'on a la possibilité de faire ou de ne pas faire. On n'est pas obligé de faire tout. On n'est pas obligé de faire des choses dangereuses. On n'est pas obligé d'escalader l'Himalaya, de faire du kitesurf, etc. Je ne fais pas. Mais peut-être que dans la vie, dans l'expérience, avoir des enfants, si on a envie, ça va être une expérience complètement radicalement différente. Donc, si on est curieux, c'est très difficile de donner un conseil de choix. Je pense que ce n'est pas un choix rationnel. C'est un désir, comme vous avez parlé de désir. Le désir, il est informé par toutes sortes de choses, y compris les relations avec les parents dans l'enfance, le désir des autres, la projection, l'image de soi, etc. Et puis l'altruisme. En fait, l'altruisme, donc en économie, l'altruisme, c'est quand, on appelle ça une fonction d'utilité. Donc il y a des choses qui me rendent heureux, et parmi ces choses qui sont dans ma fonction d'utilité, il y a le bonheur de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, quand il le sent, je le sens. D'accord. Dans une certaine, peut-être pas intégralement, mais en partie. Donc, le degré d'altruisme fait que si on est altruiste, si on sent qu'on a cet altruisme, dans ce cas, les enfants vont nous rendre heureux s'ils sont heureux. Ils vont nous rendre malheureux s'ils sont malheureux. C'est risqué.
C'est le prix à payer. C'est un risque. C'est le pari. Quand ça se passe bien, ça se passe très bien si on est altruiste. Quand ça se passe mal, ça se passe très mal si on est altruiste. Si on n'est pas altruiste, on s'en fiche. On s'en fiche. On fait ça pour la convention. Dans ce cas, c'est peut-être beaucoup d'efforts. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de choix. C'est-à-dire, quand on fait ça, on ne fait pas autre chose. Mais en même temps, moi, je suis économiste. L'économie, c'est la science des choix. Il y a un mot important en économie, c'est le mot optimal. Ça veut dire quoi, optimal? Ça veut dire que dans chaque choix, il y a du pour et du contre. Si je fais A, c'est bien pour une raison. Mais en même temps, je renonce à autre chose. Si je fais B, c'est bien pour une autre raison, je renonce. Et l'idéal, en fait, l'optimisation, c'est quand je peux trouver l'endroit idéal entre A et B, la position idéale entre A et B. Un peu de A, beaucoup de B, un peu de B, beaucoup de A. Donc, je dois essayer de trouver l'équilibre, la composition équilibrée, idéale pour moi. Avoir des enfants, effectivement, ça va poser la question de combien de temps je passe avec eux, donc combien de temps je retire à mon travail, mes voyages, les conférences auxquelles je suis invitée. Moi, je dis tout le temps non, etc. Enfin, j'ai dit tout le temps non pendant longtemps, mais pas tout le temps, mais souvent, plus souvent que d'autres. Mais chacun fait son choix optimal. Donc, effectivement, il va y avoir des choix à faire. Ça va apporter des arbitrages, mais c'est ça l'économie, c'est de faire le bon arbitrage. Mais je pense que c'est un bon mot de la fin, aussi par rapport à la parentalité, parce que les choix optimaux, c'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi beaucoup quand même dans notre vie de parents, sur les choix qu'on doit faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et qu'est-ce que je mets en avant, à quel moment et pourquoi. Merci beaucoup, Claudia Sénèque. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.